La géolocalisation, c'est un procédé. Définition, c'est un procédé permettant de positionner un lieu, une personne, quelque chose, sur un plan en utilisant ses coordonnées géographiques, latitude et longitude. Bon, je vais réexpliquer ce qu'est la latitude et la longitude. Géolocalisation, c'est un mot qui est long. Il a 7 syllabes quand même. C'est un mot de notre époque. À notre époque, on aime bien les mots longs. C'est un mot qui est... on sent quand on dit géolocalisation, on sent que derrière, il y a la technique. On ne géolocalise pas comme ça les choses. Non. Donc je vais faire à un moment donné, je vais faire un tout petit peu de technique. Mais un tout petit peu seulement. C'est un mot technique, c'est un mot de notre époque, parce que de toute façon, la géolocalisation ou la localisation est entrée dans les mœurs, petit à petit, par vos navigateurs de voitures, par vos téléphones, et ce n'est pas terminé, il va y en avoir de plus en plus de la géolocalisation. Alors, entre parenthèses, géolocalisation, c'est un pléonasme, puisqu'a priori, on se localise sur la Terre, donc le préfixe géo vient en surnombre par rapport au mot localisation. Enfin, c'est peut-être aussi pour ménager l'avenir, quand un jour on s'installera sur la Lune ou sur Mars, il faudra aussi se localiser, alors on inventera un nouveau mot pour dire le procédé de localisation sur ces deux astres. Enfin, ça, c'est pas pour tout de suite, c'est pour plus tard. Bon, là, la géolocalisation est là pour répondre à des questions simples. Où est-ce qu'on est, par rapport à notre destination, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est sur le bon chemin? La géolocalisation, c'est pas quelque chose de statique. C'est aussi dynamique. On va vers un endroit. Donc ça comprend aussi toute notion de repérage de lieux, d'endroits consécutifs sur notre chemin pour aboutir à une destination. Quand vous allez le dimanche dans votre famille, si vous mettez en marche votre récepteur GPS, votre récepteur GPS va vous indiquer le chemin pour y aller. C'est pas simplement vous dire, tiens, votre destination, elle se trouve là. Ça vous indique aussi la route pour y aller. C'est un mot, oui, donc, entre autres, qui est devenu très courant. Bon, ça, c'est des exemples de phrases qui utilisent le mot géolocalisation ou géolocaliser. Les entreprises qui géolocalisent, on verra plus loin. La géolocalisation, ça permet aussi de récupérer des objets dérobés, un ordinateur. Ça permet un portable, les maisons aussi. À un moment donné, on invitait les noctambules à se géolocaliser à Nantes. Je ne sais pas trop ce que ça recouvrait, mais enfin, bon, la phrase disait que les noctambules devaient se géolocaliser. La géolocalisation des coureurs des Tours de France, ça va arriver aussi. Ils auront leur petit émetteur et on les suivra à la trace, comme ça. Il n'y aura même plus à... L'année dernière, au moment de la fête de la science, il y avait le jeu Pokémon Go qui était très à la mode, qui se basait sur la géolocalisation. Bon, c'est un peu tombé. Il y a des boîtes de localisation, Tic Tac, c'est dans le coin ici. Et puis, dans un village donc, du Finistère, dans la presqu'île de Crozon, on parlait de boîtes aux lettres géolocalisables. Je ne sais pas trop non plus ce que ça recouvrait exactement, mais bon, c'est un mot qui commence à être utilisé. Avant, on disait repérer, situer, localiser, mais on emploie maintenant assez volontiers le mot géolocaliser. Vous constaterez, je l'ai encore vu dans le journal il y a quelques jours, pour des recettes. Suivant où les gens vont se promener dans le monde, les recettes étaient géolocalisées. Bon. Donc c'est un mot de maintenant. C'est un mot qui dérive de l'utilisation du GPS, de plus en plus fréquente. Donc géolocaliser quelque chose, c'est donner ses coordonnées. Les coordonnées de la pièce, de la salle où nous nous trouvons ici, donc ce sont celles qui sont inscrites sur l'écran là. Donc dans degrés, minutes, secondes. Les secondes d'arc, il y a 2 chiffres derrière la virgule, ça donne une précision de 30 cm.
avec une précision pareille, mes deux épaules n'ont pas les mêmes coordonnées. C'est pour ça que parfois, quand on donne des coordonnées avec une ultra-précision, il faut se demander si ça a un sens. Il ne faut pas toujours mettre des chiffres derrière la virgule. Moi, j'aime bien quand il y a plein de chiffres derrière la virgule, mais parfois, ça n'a plus de sens, quoi. Bon, l'altitude, peu importe. Alors ça se trouve très facilement sur Internet, hein, sur les cartes de l'IGN. Le site de l'IGN montre des cartes. C'est quand même mieux quand il y a une carte, les coordonnées c'est une chose, mais la carte c'est quand même mieux pour se repérer. Donc ça c'est la carte de l'IGN là-haut, hein. C'est disponible sur Internet, vous promenez la souris sur la carte et ça vous donne les coordonnées de l'extrémité de la flèche avec une précision donc de 2 chiffres derrière la virgule. Donc là, nous sommes là, hein, la salle est à peu près ici. À côté, il y a le Radome, le planétarium, le village gaulois, c'est tout le parc du Radome là. Si on prend une photo aérienne, bon, c'est joli les photos aériennes, mais paradoxalement, ça renseigne moins. Parce qu'il n'y a pas les noms. Si on connaît le coin, ça va, on s'y retrouve. Si on ne connaît pas le coin, on ne s'y retrouve pas. Donc là, il y a le Radome, il y a l'antenne PB3 là, qui est plus loin. Ici, il y a PB8 qui est juste en face. Enfin bon. Donc, géolocaliser, c'est repérer les endroits, les objets sur une carte. Par leur latitude et leur longitude. Alors la latitude, c'est une des coordonnées qui se compte vers le nord ou vers le sud par rapport à l'équateur terrestre. L'équateur, c'est pratique, il n'y en a qu'un seul sur Terre. Il a une existence physique. C'est le même pour tout le monde, hein, ça on n'écoute pas. Donc on compte la latitude nord de 0 à 90, 90 c'est le pôle, ou 0 à 90 vers le sud, 90 c'est le pôle sud. Donc ça c'est la longitude par contre, elle se compte par rapport au méridien de Greenwich, qui est à côté de Londres, hein, qui est ce méridien représenté ici. Ça se compte vers l'est ou vers l'ouest de 0 à 180 ou parfois de 0 à 360 en faisant tout le tour de la Terre. Donc c'est les deux coordonnées, latitude et longitude. Alors tout ça, ça se repère, ça s'énonce ou ça s'établit dans un certain repère. Je ne rentre pas dans le détail des repères dans lesquels on établit la latitude et la longitude. Ça relève de conventions internationales et c'est un peu complexe. Les cartes, c'est pas d'aujourd'hui qu'on en fait, hein. Oui, donc, j'ai oublié de dire aussi, donc on va partir un peu dans toutes les directions, on va faire de l'astronomie, quand même, on est quand même le club d'astronomie, donc on va faire un peu d'astronomie, hein. On va partir sur les satellites, on va faire de l'histoire aussi, et puis après, à la fin, il y aura des considérations diverses et variées sur le sujet. Donc, des cartes, on en fait depuis l'Antiquité, hein, les cartes reconstituées de Ptolémée. Bon, c'était des cartes de principe, hein, ça rendait à peu près bien le bassin méditerranéen, mais alors le reste, c'était assez flou, quoi. Alors, comme vous le savez, au XVIIe, XVIIIe siècle, il y a des grands progrès en cartographie qui ont été faits avec l'usage de la triangulation pour repérer, pour bâtir les cartes plus précisément. Et puis les satellites de Jupiter ont été utilisés pour mesurer les longitudes. La latitude, c'était pas difficile, mais pour établir la longitude d'un point par rapport à un autre, on a eu recours aux satellites de Jupiter. C'était fin XVIIe siècle, c'était nouveau, et ça a été extrêmement efficace pour, si vous vous rappelez de ce que vous avez raconté sur la cartographie, c'était très efficace pour rectifier la carte de la France et la faire tendre vers la carte actuelle. Alors la géolocalisation, donc c'est aussi de la navigation, hein, on dit des satellites de navigation, de positionnement, mais de navigation. Alors la navigation avec des méthodes de géolocalisation, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Dans le Pacifique, les Mélanésiens, les Polynésiens avaient mis au point depuis déjà près de 2000 ans des méthodes de navigation dans le Pacifique,
extrêmement précises. Ils avaient associé une étoile à une île ou un groupe d'îles. Et on est au niveau de l'équateur, donc ces étoiles passaient à la verticale de ces îles ou de ces groupes d'îles. Et lorsqu'un navigateur, à un moment donné, donc, avait telle étoile au-dessus de la tête, il savait qu'il était au niveau de telle ou telle île, sa destination. Et pour aller retrouver cette île, il se fiait aux dessins formés par les vagues à la surface de l'océan. Parce qu'il paraît que c'est très régulier là-bas. Et il ne se trompait pas pour naviguer donc, dans le Pacifique, parce qu'il ne faut pas se tromper là-bas. Hein. Si on rate l'île, on peut aller très 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 loin. Hein. Mais c'est des méthodes très empiriques qui ont été mises au point petit à petit, mais qui étaient très efficaces et qui étaient encore en usage au début du XXe siècle, quand des navigateurs ont découvert, ont exploré ces îles. Naviguer, oui, chez nous aussi. Hein, en Europe, on a navigué, on s'est géolocalisé avec des méthodes qui ont évolué depuis le 15e, 17e siècle, depuis les grandes découvertes jusqu'après, avec différents instruments pour mesurer d'abord la latitude. La latitude, ça n'a jamais été compliqué, ça de la mesurer. C'est mesurer par exemple soit la hauteur du soleil quand il passe au méridien, quand il est au plus haut dans le ciel. On la mesure avec différents instruments, on en déduit à peu près la latitude à laquelle on se trouve. Ou l'étoile polaire la nuit. Les instruments étaient plus ou moins, plutôt moins que plus précis, comme l'arbalestrie, comme le cadran. Christophe Colomb, il avait un cadran pour mesurer la hauteur des astres. Il a bien traversé l'Atlantique et en plus il est revenu. Donc c'était pas si mal que ça. L'astrolabe de marine, ça a été un progrès en précision. C'est les Portugais qui ont mis ça au point. Et puis à la fin du XVIIe, il y a eu l'octant qui est arrivé, qui était le prédécesseur du sextant, qui lui a été un progrès dans les méthodes, dans la mesure donc des hauteurs des astres. Tout ça, c'était pour la latitude. Pour la longitude, c'était plus compliqué parce qu'il fallait une référence. Et l'apparition des chronomètres de marine au fin 18e, début 19e a été l'étape essentielle qui a permis aux navires de déterminer leur longitude avec précision, puisque mesurer une longitude, ça revient toujours à mesurer une différence de temps. Là, il y a eu aussi des méthodes pour faire le point avec la méthode des droites de hauteur. Hein, qui a été aussi un progrès. C'est un amiral français qui avait mis ça au point, la droite de marque. Et puis fin 19e, il y a la radio qui est apparue, qui a permis de transmettre des signaux horaires ou des signaux à longue distance et qui a été aussi une révolution pour la navigation. Donc ça permettait entre autres de transmettre l'heure en mer, de se repérer, par exemple par de la goniométrie. Et puis au cours du XXe siècle, on a mis au point différentes techniques, goniométrie, DK, VOR, TACAN, oméga. Oméga et DK et goniométrie, ça n'existe plus. Il reste encore ces techniques qu'on appelle VOR et TACAN qui servent essentiellement pour l'aviation. Hein. Ce sont des méthodes pour se repérer. Qui permettent donc de se géolocaliser avec plus ou moins de précision. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, on a mis au point un système qui était le Loran, les Américains. Il y a eu Loran A, B et C. Le dernier en usage, ça a été le Loran C, qui est en train de disparaître. Seulement maintenant, quoi, hein, c'est dans les années 40. Hein, on se localisait par rapport à un ensemble d'émetteurs de coordonnées bien connues qui étaient situés sur les côtes. Sur les côtes en Europe, en Méditerranée, aux États-Unis, en Asie aussi. Et c'est vrai que l'usage a été essentiellement militaire, mais enfin les civils l'ont utilisé aussi. Ça donnait une précision acceptable. Alors on parle de le moderniser en inventant le e-Loran. Le e-Loran qui serait un secours du GPS au cas où dans certaines régions le GPS arriverait à tomber. Parce que les GPS et autres systèmes, c'est quand même fragile. Donc ça, c'était la situation vers les années 50. Il y avait beaucoup de méthodes pour se repérer. C'était plus pour donc l'armée, pour l'aviation, pour les commerces maritimes. Le
l'utilisateur lambda comme nous n'avait pas trop recours à ce genre de procédé. Ce n'était pas dans l'air du temps de se localiser précisément. Et puis on savait encore lire une carte à l'époque. Hein. Donc ça, c'était la situation. C'était, je dirais, sans être péjoratif, c'était le rat des pâquerettes. Le rat des pâquerettes pour les utilisateurs terrestres, maritimes, mais aussi pour les avions. Hein. Ça ne volait pas toujours à des grandes altitudes. Et puis, il y a 60 ans cette année, donc on a lancé le premier satellite artificiel, Sputnik 1. Et là, on est rentré dans la 3e dimension. Sputnik 1, il y a avant et après. Hein. Il y a le monde avant et le monde après, c'est radicalement différent. Alors Sputnik 1, donc, qui a été lancé le 4 octobre, émettait des signaux radio sur 2 fréquences, 20 et 40 MHz pour préciser. La modulation associée à ces fréquences a donné le bip 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 qu'on connaît, vous en rappelez certains d'entre vous, le bip bip qui est devenu une sorte de symbole de ce Sputnik, et les laboratoires du monde, les universités se sont empressés d'enregistrer donc ces signaux, de les écouter, c'était un truc nouveau, et ça menait à des découvertes ou des mises au point. On va faire un petit détour par l'effet Doppler. On va revenir à Sputnik après. Quand vous êtes au bord d'une route, ou sur le quai d'une gare, hein, si au bord d'une route, il y a un camion qui passe à votre niveau, il fait jouer son avertisseur, ou un TGV qui traverse une gare à grande vitesse, il fait aussi jouer son avertisseur pour qu'on s'écarte et qu'on ne soit pas soufflé. Vous entendez un son qui est relativement haut en fréquence, et puis au fur et à mesure que le véhicule s'approche de vous, la hauteur du son diminue. Au moment où il passe à côté de vous, il a une certaine hauteur, et puis au fur et à mesure qu'il s'éloigne, il devient plus grave. Hein, vous connaissez ça. Ça s'appelle donc l'effet Doppler. La fréquence émise est toujours la même, mais comme le véhicule se déplace, les ondes qui vous arrivent, soit elles vous arrivent un peu plus compressées, donc vous avez l'impression d'une fréquence plus haute, et puis quand il s'éloigne, les ondes sont un peu plus espacées, le son que vous entendez est un peu plus grave. Hein. On parle aussi des ambulances qui arrivent ou qui ne font que passer. Bon, c'est un effet qu'on entend assez régulièrement. Ça s'appelle l'effet Doppler. Donc c'est une variation de la fréquence apparente, hein, de la fréquence reçue du véhicule qui passe de l'aigu au grave. Lorsque le véhicule en question passe pile à votre niveau, si vous pouviez enregistrer à ce moment-là le son que vous recevez, vous enregistreriez exactement le son de la sirène. Ça serait le son nominal. Ni plus haut, ni plus bas. Mais ça serait exactement au moment où il passe à votre niveau. Bon, généralement, ça ne dure pas longtemps. Hein, donc, vous ne pourriez pas trop le faire. Mais si vous pouviez le faire, vous obtiendriez à ce moment-là la fréquence exacte de l'avertisseur du camion ou du TGV. C'est un effet qui marche aussi avec les ondes électromagnétiques, les ondes radio, les ondes optiques. L'effet Doppler, c'est beaucoup utilisé en astrophysique pour déterminer si un astre s'approche de nous ou s'éloigne de nous, en repérant à quel endroit se trouvent des raies spectrales de son spectre par rapport aux couleurs du bleu vers le rouge. Quand l'astre s'approche de nous, eh ben, la fréquence reçue est plus grande, la raie est décalée vers le bleu. Quand il s'éloigne de nous, on parle de décalage vers le rouge. Ça, c'est de l'astrophysique, c'est une technique astrophysique qui est beaucoup utilisée, qui se rapporte ici au domaine optique, mais ça se rapporte aussi au domaine radio. Donc revenons à Sputnik 1. Donc dans le dernier trimestre de 1957, il y a 2 ingénieurs d'une université américaine qui commencent à écouter les signaux de Sputnik 1. Et ils étudient en particulier l'effet Doppler sur les signaux reçus.
Et à vrai dire, ils ne pouvaient pas faire autre chose, parce que leur récepteur ne leur permettait pas de faire autre chose. Et ils étaient quasiment les seuls à faire ça. Alors donc, lorsque le satellite apparaît à l'horizon, bon, le satellite il monte à l'horizon, il se rapproche du récepteur, donc la fréquence est un peu plus aiguë, est un peu plus élevée, et puis au fur et à mesure qu'il va passer dans le ciel, qu'il va passer au niveau du récepteur, la fréquence va tendre vers sa valeur normale, et puis quand le satellite continue et va se coucher, eh ben il s'éloigne, donc la fréquence est un peu plus basse. Et quand on trace l'enregistrement de la fréquence reçue, donc elle est d'abord plus haute, et puis elle diminue jusqu'à prendre sa valeur normale, et nominale plutôt, et puis après elle devient un peu plus, non pas grave, mais enfin décalée, elle est un peu plus faible. Et les deux ingénieurs ont remarqué qu'il était très facile de repérer précisément le moment où le satellite passait pile à son niveau, au niveau du récepteur. Et c'était vraiment d'une précision, et avec quelques calculs, enfin moult calculs, hein, parce que c'était pas piqué des hannetons quand même comme calcul, ils ont déduit les paramètres de l'orbite du satellite, rien qu'avec cette mesure-là. Bon, il en fallait deux ou trois passages successifs, mais ils arrivaient à déduire les paramètres de l'orbite, la période, le périgée, l'apogée, l'inclinaison, etc. Bon, bref. Donc, ils arrivaient à calculer cette orbite alors que d'autres utilisaient d'autres méthodes. Et ils étaient les seuls à le faire. Les autres avaient d'autres études qui n'ont pas lieu de parler ici. Et pour être précis, le 17 mars 1958, c'est daté, leur chef leur pose le problème à l'envers. Supposons qu'on puisse déterminer l'orbite d'un satellite par une autre méthode. On transmet cette information au satellite, le satellite l'enregistre, et il diffuse l'information au sol. Est-ce qu'un récepteur, recevant ces informations et mesurant et traitant l'effet Doppler, serait capable d'en déduire sa latitude et sa longitude? Les deux ingénieurs ont réfléchi pendant un week-end et ils ont dit oui, ça peut se faire, et c'était extraordinairement précis. Bon, le chef en question avait quand même une idée derrière la tête, c'était la position des sous-marins nucléaires. Bah, c'était l'époque, hein, si vous voulez. Mais ils n'avaient rien, les sous-marins nucléaires, ils avaient que leur sextant hein, pour se positionner. Et là, on allait leur offrir une méthode radioélectrique bien plus précise. Donc, on connaît l'orbite du satellite, on traite l'effet Doppler, et on a la position, latitude, longitude du récepteur. C'était l'acte de naissance du premier système de navigation par satellite qu'on a appelé Transit, ou NNSS, Navy Navigation Satellite System. On va retrouver ce sigle après, on va changer une seule lettre. Donc le premier satellite actif a été lancé en 1962, où il fallait quand même un certain temps pour faire des satellites, les lancer, que ça marche, la fiabilité n'était pas ce qu'elle est maintenant. Le système a été déclaré opérationnel en 1964, il n'a été arrêté qu'en 1996, c'est-à-dire il y a 20 ans. C'est pas si vieux que ça, 20 ans. Quand le système GPS a été opérationnel et sûr, on a arrêté le système Transit. Mais ça a fonctionné pendant 32 ans quand même, hein, 32 ans. Alors au début c'était un usage militaire, et puis ceux qui fabriquaient les récepteurs se sont dit qu'il y avait peut-être quand même un petit marché à prendre, donc ils ont convaincu les autorités d'ouvrir aux civils, à la marine marchande essentiellement. Alors il n'y avait pas beaucoup de satellites, il n'y en avait que 6 hein, qui se promenaient à 1000 km d'altitude. La conséquence c'était que la localisation, la géolocalisation était très lente. Avec votre GPS actuel, c'est quasi immédiat. À l'époque, il fallait un passage de satellite, et puis attendre le deuxième passage suivant, on pouvait attendre une demi-heure. Alors, il ne fallait pas être pressé quoi, hein, pour se géolocaliser. Et même au tout début, il fallait attendre une heure. Mais bon, ça a progressé, hein, pendant ces 30 ans, ça a progressé, la technique, les méthodes. On est quand même arrivé à se positionner à 20 mètres près, et même dans certains cas jusqu'au mètre près, ce qui n'est pas si mal que ça. Et puis donc aussi ça permettait de transmettre l'heure à quelques microsecondes
Donc le système transit aussi, parce qu'il fallait calculer très précisément et établir très précisément l'orbite des satellites, a été une source de progrès extraordinaire dans la géodésie, c'est-à-dire la détermination de la forme exacte de la Terre, qui est loin d'être une sphère ou même une sphère aplatie, c'est plutôt au début c'était plutôt une poire, c'est-à-dire que l'hémisphère sud était un peu plus gros que l'hémisphère nord, et puis après ça a évolué, des creux par-ci, par-là, par rapport à une sphère, c'est pas du tout ça. Mais c'est les satellites transit qui ont permis de faire ça. Ça a été aussi une source de progrès énorme en technologie spatiale pour construire des satellites, pour qui restent fonctionnés pendant longtemps, qui n'était pas évident à l'époque. Le traitement des données, c'est-à-dire les transmettre les données aux satellites, qui les enregistrent, qui les réémettent. À notre époque, c'est banal. Dans les années 60, ça ne l'était pas du tout. Et donc l'environnement spatial aussi, l'influence du Soleil, des éruptions solaires sur l'atmosphère, etc. Ce système de navigation a été donc une source de progrès. Alors la Russie avait développé un système tout à fait semblable, avec différents types de satellites. Le dernier type de satellite, Nadezhda, là on va le retrouver après. Donc ça c'était le premier système de navigation. Alors oui, il avait un défaut, c'est que les récepteurs coûtaient cher. Très cher, ce qui empêchait leur diffusion en dehors du milieu maritime comme commercial. L'aviation l'a utilisé aussi, mais bon. Et puis c'était pas l'époque, c'était pas dans l'air du temps à l'époque, dans les années 60-70, que nous, on se géolocalise précisément. Donc c'était réservé pour des raisons de coût, de taille aussi, parce que les premiers récepteurs étaient grands comme une armoire, donc on ne pouvait pas les mettre dans n'importe quel véhicule. Après, il y a eu des progrès, ça s'est réduit, mais ça s'est quand même resté d'une certaine taille. Donc, ça a été réservé à certains milieux. Hein. Pendant ce temps-là, donc en 78-82, bon, l'effet Doppler était toujours utilisé, et c'est le CNES qui a mis au point une autre application de l'effet Doppler. Une balise émet un signal, balise quelque part. Hein. Ce signal est reçu par un ou plusieurs satellites d'une constellation qui enregistre l'effet Doppler sur le signal reçu, qui transmet de l'information à une station au sol, et la station au sol calcule les latitudes et longitudes de la balise en question. Bon, ça s'appelle des balises Argos ou Cospas Sarsat. Les balises Argos, donc c'est le CNES qui en est à l'origine. Après, les Américains s'y sont mis aussi. C'est des balises qui servent à suivre, à localiser beaucoup de choses, des animaux par exemple, ce pingouin là à qui on a accroché une balise derrière, ou des balises ou des sondes dans les océans qui mesurent par exemple la température ou la salinité et qui transmettent après leurs données, mais il faut savoir à quel endroit elles se trouvent. Donc c'est une étude. Alors les balises Argos sont essentiellement consacrées à l'étude de l'environnement. Hein, donc océanographie, météo, glaciologie, etc. Bon, bateaux de course aussi, mais on va faire autre chose. Les animaux, hein, il y a environ actuellement 22 000 balises en activité. Ça fait beaucoup, hein. Alors ces quelques satellites, c'est essentiellement des satellites météo qui reçoivent ces signaux. C'est une quantité d'informations phénoménale qui est transmise tous les jours. Alors les balises, on les miniaturise. Il y en a qui pèsent 5 grammes. On peut les mettre sur un oiseau. Hein. Donc 22 000 balises. Et c'est un système qui marche et qui se développe. Hein. C'est passé dans le langage courant, les balises Argos. Hein. On sait que... Alors le système Cospas-Sarsat fonctionne sur le même système qu'Argos. Ça, c'est les États-Unis et la Russie qui l'ont mis au point dans les années 80. C'est destiné au sauvetage. Suite à différents problèmes qu'il y avait eu aux États-Unis ou en Russie même, ils avaient commencé par développer chacun de leur côté un dispositif de sauvetage utilisant des satellites, et puis ils les ont réunis en un même système qu'on appelle Cospas-Sarsat. Cospas, c'est le sigle russe, et Sarsat, c'est le sigle américain. Bon, qui est basé sur le même principe que les balises Argos,
qui utilisent aussi des satellites météo, essentiellement, comme les NOAA, satellites défilants. On retrouve les satellites Nadezhda russes qui servaient au système de navigation transit. Ils marchent toujours. Il faut mieux recycler ce qui marche. Ça utilise aussi des satellites géostationnaires, comme des satellites météo GOES, Météosat, INSAT, Electro, etc. Et vous voyez que ça a sauvé 41 000 personnes en 33 ans. Et lorsqu'on dit qu'un navire ou un bateau ou un avion déclenche sa balise Argos, c'est les 9 dixièmes du temps une balise Cospas-SARSAT. Les balises Argos, c'est surtout fait pour étudier l'environnement. Même si accessoirement ça peut servir à sauver quelqu'un, tant mieux, c'est pour ça que j'ai mis bateau de course là, mais ce sont des balises Cospas-SARSAT. C'est miniaturisé, c'est de plus en plus petit aussi, c'est de plus en plus compact, de plus en plus efficace. Alors ce système de sauvetage va être transféré sur ce qu'on va voir après, les constellations de satellites de navigation, GPS, GLONASS et Galileo. Parce que c'est plus pratique, on ne doit pas attendre, parce que là, ces satellites-là sont des satellites défilants, donc il faut attendre qu'un satellite passe, et puis qu'un deuxième satellite passe. Alors, tandis que Galileo et GLONASS ou GPS sont des satellites qui se déplacent lentement dans le ciel et qui peuvent mieux récupérer l'appel de détresse d'une balise Cospas. Donc ça aussi, c'est des procédés qui sont en progrès constant. Et tout ça, ça repose sur l'effet Doppler. Donc parce que 2 ingénieurs en 1957 ne pouvaient pas enregistrer autre chose que l'effet Doppler sur les signaux du premier satellite. Donc c'est un truc qui marche très bien. Alors l'effet Doppler, c'est pas fini, donc toujours le CNES et l'IGN qui ont mis un autre point, une autre application. Là c'est l'inverse, c'est des balises de position connues qui émettent un signal. Des satellites reçoivent ce signal entaché d'un effet Doppler, ils traitent l'information Doppler, ils la retransmettent au sol. La station calcule l'orbite du satellite et transmet cette information au satellite. Il y a des satellites qui ont besoin de connaître très précisément leur orbite. Alors ça, c'est DORIS, c'est détermination d'orbite et radiopositionnement intégré par satellite. Ça s'appelle aussi de l'orbitographie. Jason 3, c'est un satellite d'océanographie, c'est-à-dire un satellite qui étudie les océans, qui étudie en particulier la hauteur des vagues, mesure la hauteur, la variation de la hauteur des océans, et quand on veut la mesurer à quelques centimètres près, on a intérêt à connaître l'orbite du satellite à plus ou moins 2 cm. Et c'est quelque chose d'extraordinairement précis. L'antenne DORIS, c'est ça, ça a une quarantaine de centimètres de haut, ça se fixe sur un satellite, c'est pas compliqué, là ça prend pas de place. La boîte émettrice réceptrice aussi, elle prend pas de place. C'est quelque chose qui marche bien, donc c'est installé sur des satellites d'études des océans, Topex Poséidon, Jason, d'études de l'Arctique, de l'Antarctique, Cryosat, sur le satellite Spot, satellite qui prend des photos de la Terre, Pléiades aussi, ils prennent des photos, enfin tout, sur beaucoup de satellites. HY2A, ça c'est chinois, Saral c'est indien, et SWOT, je ne sais plus ce que c'est. Bon, et Sentinel, c'est les satellites d'observation de la Terre aussi. Mais tous ces satellites ont besoin de connaître très précisément leur position. Et quand par exemple pour Spot ou Pléiade, quand ils prennent une photo du sol, ils transmettent l'image et ils transmettent les coordonnées avec. On n'a plus à recalculer, quoi. Il y a un développement là, qui géolocalise encore plus précisément le satellite. Donc c'est pareil, on retrouve un peu les applications, océanographie, glaciologie, géodésie, champ de gravité, etc. C'est le domaine scientifique. C'est pas encore nous, quoi. Et ce sont des techniques qui sont en progrès constant. Encore une fois, c'est l'effet Doppler. C'est génial l'effet Doppler. Mais ça reste dans le domaine technique, scientifique, assez restreint, c'est pas pour le Pékin lambda. Pékin lambda, lui, il a les GNSS. Donc on va changer de registre, on a parlé d'effet Doppler, maintenant on va, je vais vous parler de ce que vous connaissez plus peut-être, le GPS.
le système russe GLONASS, le système européen Galileo et le système chinois Beidou, qu'on désigne plus généralement sous le nom de Global Navigation Satellite System. Avant, c'était le Navy Navigation Satellite System, maintenant c'est GNSS. Donc on va les passer en revue les uns après les autres. Alors pendant que Transit se développait, il y a des gens qui ont commencé à réfléchir à ce que devait être un système de positionnement par satellite. C'était vers 1960, donc tout de suite après. On n'avait pas trop pensé à cette application des satellites quand on les a lancés. C'est venu après coup, là. On avait pensé à plein d'applications, mais pas à ça. Donc essentiellement, les Américains, alors comme dans beaucoup de domaines, l'armée, la marine, l'armée de l'air et l'armée de terre sont partis chacune dans leur direction, sans se concerter. Ils ont chacun mis au point différents systèmes, mais ils en sont quand même tous arrivés à la conclusion que la position devrait être déduite de la mesure précise de la distance d'un récepteur à un ensemble de satellites. Alors ils ont étudié donc les techniques de mesure, quels signaux il fallait expédier, quelle fréquence, la nature, le contenu des signaux, quelle quantité de satellites il fallait expédier en orbite, comment ils devaient être répartis au-dessus de la Terre pour que tout le monde puisse y accéder, etc. Ils ont étudié des détails ou des aspects auxquels on n'avait pas pensé, comme la relativité générale. Il a fallu convaincre, ça c'était un à côté des expériences faites par l'armée de mer américaine, la marine américaine, c'était de convaincre certains responsables que la relativité générale jouait un rôle dans ce système, parce que tout le monde n'y croyait pas. Donc ils ont fait des expériences qui ont montré que si on ne tient pas compte de la relativité générale, ça ne marche pas. Et si quelqu'un vous dit que la relativité générale, ça ne marche pas, vous lui demandez s'il a un récepteur GPS dans sa voiture, et il applique la relativité générale tous les jours. Voilà. Donc je ne parlerai pas de ça, mais il faut en tenir compte, sinon c'est fichu, c'est des kilomètres d'erreur en très peu de temps. Donc on a réfléchi, car posément, et puis en 1973, le 1er mai pour être précis, un responsable a réuni les trois armes en leur disant que ça suffisait et qu'il fallait quand même mettre en commun tous leurs travaux pour faire quelque chose. Et donc le premier satellite GPS a été lancé en 1978. Il y a eu une première série expérimentale, il fallait voir si ça marchait, si les solutions retenues étaient les bonnes. On a appelé le bloc 1. Ça ne marchait pas trop mal, donc ça a été d'abord les militaires bien sûr qui s'en sont servis, puisque le GPS c'est le système de navigation de l'armée des États-Unis, je vais y revenir après. Ça a été officiellement ouvert aux civils en 1983 suite à la catastrophe du Boeing sud-coréen qui avait été abattu au-dessus de l'URSS, parce qu'il avait dévié de sa route. S'il avait eu le système GPS, il n'aurait pas dévié de sa route. Donc là, c'est Reagan qui a eu l'idée d'ouvrir le GPS à tout le monde. La constellation a été donc progrès, bloc 2 en partie des années 90, opérationnel vraiment en 95-96. C'est là qu'on arrête le système transit, qui ne sert plus, puisque le GPS est largement supérieur. Mais jusque-là, les signaux accessibles aux civils étaient légèrement dégradés. Il ne fallait pas quand même croire qu'on allait accéder à ça. Et en 2000, ils sont devenus complètement accessibles. On a convaincu le président Clinton de l'ouvrir complètement aux civils, sans doute parce que les gens voyaient venir Galileo, GLONASS, les systèmes chinois, et disaient, bon, un jour, on sera tous ensemble, il y aura une certaine concurrence, mais en attendant, c'est nous qui occupons le terrain, alors occupons-le bien. Voilà, donc il est devenu complètement accessible aux civils en l'an 2000. Alors bon, l'évolution, c'est les blocs 2A, 2R, 2M, 2F, et puis à partir de cette année, il y a le GPS 3 qui va être lancé, avec différentes évolutions qui le rapprochent des autres systèmes. Donc les satellites sont suivis et contrôlés. Ce que je dis là, ça sera valable pour les autres systèmes aussi.
Donc il y a un ensemble de stations au sol réparties dans le monde qui mettent à jour les informations contenues par les satellites pour les signaux. Je rappelle que les satellites ne font qu'émettre, ils ne reçoivent pas d'informations des récepteurs. On voit parfois des gens qui pensent que les récepteurs GPS réémettent des informations. Non, non, ils ne font que... C'est pour ça que le nombre d'utilisateurs est illimité. On peut avoir chacun son récepteur, il y a 7 milliards de récepteurs, ça marcherait. Oui, nouveaux signaux pour les civils, ça c'est pas intéressant. Navstar, c'est l'autre nom de GPS, c'est un nom, c'est pas un sigle. Donc, 27 satellites plus 4 de secours, répartis en 6 plans, ils sont à 20 000 km d'altitude, ils ne sont pas géostationnaires comme on l'entend aussi de temps en temps. Ils font un tour de la Terre en une... Alors la Terre met 23h56 minutes à faire un tour sur elle-même. Pendant ce temps-là, un satellite GPS fait 2 tours, exactement. Donc il se retrouve par rapport au globe terrestre de la même façon au bout de 24 heures. Bon, il y a un petit décalage, mais bon, pourquoi ils ont choisi ça, je ne sais pas. Mais bon. Donc il y a le satellite GPS 3 là, qui est illustré ici. Bon, 27 satellites plus 4 de secours qui marchent quand même. Donc en réalité, il y a 31 satellites GPS. Mais ça marche bien, et puis bon. Alors donc les récepteurs GPS, vous connaissez, récepteurs de voitures, les montres connectées, les navigateurs tout court, les balises, les récepteurs ultra précis pour mesurer extrêmement précisément, les récepteurs GPS spécial randonnée, puis ça c'était les premiers récepteurs, bon ça tenait dans la poche, c'était bien, mais il n'y avait pas de carte intégrée avec. Alors si vous voulez vous faire votre récepteur à vous, on trouve des circuits intégrés, tout fait, il n'y a plus qu'à... et si vous êtes un peu bricoleur, vous faites votre récepteur. Bon, enfin bon. Oui, alors comment ça marche? C'est là qu'on fait une petite parenthèse technique. Donc GPS a été mis au point dans les années 60. Chaque satellite transmet qu'on appelle un message de navigation, dans lequel il y a toute quantité d'informations sur son orbite, sur ses horloges, sur l'orbite des autres satellites, sur conditions de propagation, etc. etc. C'est transmis assez lentement. Il faut 12 minutes pour enregistrer la totalité du message. Il n'y a pas grand-chose dedans, mais c'est transmis très lentement. Donc il transmet ce message, et avant d'émettre le message, il lui ajoute une autre information. On appelle un code. Ce n'est pas un code au sens de code secret, c'est un code, c'est quelque chose qu'on rajoute, et ce code identifie le satellite. Tous les satellites GPS, que ce soit Galileo ou autre d'ailleurs, tous les satellites GPS émettent sur la même fréquence, strictement la même. Tous leurs signaux donc sont reçus simultanément par un récepteur. Et si le récepteur veut récupérer le message d'un satellite, il doit connaître le code de ce satellite. Sinon, il n'y arrivera pas. Le code, il a une particularité, c'est que le satellite l'a ajouté à ses informations. Si le récepteur le rajoute à nouveau, il le supprime. Et il récupère le message de navigation. Ça, c'est une propriété de ce code. Parce que ça vient, bon bref, c'est la théorie du... mais il doit l'ajouter au signal reçu exactement comme le satellite l'a ajouté. Et il doit chercher. Et quand il arrive à récupérer le message, c'est qu'il l'a ajouté exactement comme le satellite l'a fait. Donc ça lui permet de récupérer le message de navigation, et ça lui donne une première indication sur le temps que le signal a mis pour parvenir du satellite. Et avec le message, il va pouvoir calculer exactement ce temps, calculer les orbites, etc. Et s'il veut un seul satellite, ça ne suffit pas, il lui en faut plusieurs pour se positionner. Donc il réitère l'opération avec 2, 3, 4, jusqu'à 12 satellites. Il y a des récepteurs qui peuvent traiter simultanément 12 satellites. C'est des récepteurs c'est des multi-récepteurs. C'est des circuits intégrés, c'est tout fait. Et lorsqu'il a réussi à faire ça, donc il a réussi à
récupérer les messages de navigation de 4 satellites, par exemple. Donc il calcule la distance à un certain instant, sa distance à ces 4 satellites, dont la position est parfaitement connue. C'est de la triangulation, hein. Comme des navigateurs peuvent, quand ils repèrent des amers, bon, bah, ils peuvent aussi se positionner de cette façon-là. Alors il en faut 4 parce qu'il y a 4 paramètres. Il y a la latitude, il y a la latitude, il y a la longitude, il y a l'altitude et il y a l'heure. C'est un paramètre qu'on oublie un peu. Pour mesurer la distance de satellite, pour déterminer le temps que le signal a mis pour parvenir, il faut que l'horloge du récepteur soit synchrone de l'horloge des satellites. Alors dans les satellites, il y a des horloges atomiques, intrastables. Dans vos récepteurs, il y a des horloges simples. Je suis gentil quand je dis simple, hein, c'est vraiment des oscillateurs de base, c'est des horloges de base. Et un des étapes de traitement des signaux sera de mettre son horloge à l'heure sur celle des satellites. Et à ce moment-là, il peut calculer précisément le temps que le signal a mis à lui parvenir. Et donc, quand il réussit à se localiser, non seulement il se localise physiquement, en longitude, en latitude. L'altitude, c'est plus délicat parce qu'il faut se repérer par rapport... Enfin bon, ça n'apparaît pas sur les récepteurs généralement. Et l'heure, ce que j'ai appelé la tempo-localisation. Bon, c'est pas mieux que géolocalisation, hein. La tempo-localisation, donc l'horloge du récepteur, quand il sait où il est, non seulement il sait où il est, mais en plus il a l'heure. Regardez vos récepteurs de GPS de voiture, ils vous donnent l'heure, hein, à la seconde près. Donc l'horloge du récepteur est calée sur l'horloge des satellites, qui est calée sur l'horloge de référence du système GPS, qui est quelque part au Colorado, aux États-Unis, qui elle-même est reliée à ce qu'on appelle le temps UTC. Et le temps UTC, c'est ce qui nous donne l'heure légale. Hein. En été, c'est UTC plus 2, en hiver, c'est UTC plus 1 heure. Donc ça, le temps UTC, c'est la référence de temps mondial. Et les horloges de GPS ou autres sont calées par rapport à ce temps UTC. Donc à la fin, le récepteur, lui aussi, est calé par rapport au temps UTC et il vous donne l'heure à la seconde près. Regardez vos récepteurs, ils vous donnent l'heure à la seconde. Alors il y a des récepteurs qui donnent l'heure mieux que la seconde. Mais enfin ça, c'est dans le domaine scientifique, technique. Mais pour nous, ça suffit largement d'avoir un récepteur qui nous donne l'heure à la seconde. Donc, voilà comment ça marchait. Il y a tout un processus de... tout repose donc sur ce code qu'on ajoute au signal. Les satellites GPS utilisent un ensemble de 32 codes. C'est pour ça qu'il n'y a que 31 satellites. Hein. Un ensemble parce que les codes sont limités. C'est pas n'importe quoi. Donc pendant que les Américains mettaient au point leur système GPS, les Russes, bien sûr, y travaillaient aussi à mettre au point leur système, le système GLONASS, très semblable dans son principe, qui a pâti de la chute de l'URSS en 1989, mais qui est redevenu pleinement opérationnel en 2011. Dans ce système GLONASS, il n'y a que 24 satellites actifs, il y a 24 satellites actifs, plus 3 de secours. Ils sont dans 3 plans. Ils sont un peu moins hauts que les GPS, 19 000 km au lieu de 20 000. Alors là, par contre, le système est différent. Tous les satellites ont le même code, mais ils émettent tous sur une fréquence différente. Alors pourquoi les Russes ont choisi ça, je ne sais pas. Mais dans les prochaines générations de satellites GLONASS, les émissions seront identiques à celles de GPS. Alors les fréquences, c'est pas n'importe quoi, hein, c'est des fréquences bien précises, et apparemment ça ne gêne pas les fabricants de récepteurs, hein, que ce soit un code et plusieurs fréquences. Donc c'est un système qui fonctionne bien maintenant, hein, qui est en activité depuis donc 2011. 24 satellites actifs, ils vont en lancer d'autres aussi, ils renouvellent, comme la constellation GPS aussi. Oui, on appelle ça des constellations. Donc la constellation GPS, elle est renouvelée constamment,
GLONASS aussi, il y a des satellites qui tombent en panne, il y a des satellites qui arrivent en fin de vie. Hein, d'ailleurs, leur vie elle est beaucoup, beaucoup plus longue que celle pour lesquelles ils avaient été prévus. Donc ça, c'est le système russe. Nous, en Europe, on a le système Galileo, qui a été commencé en 1994, hein, ça fait quand même 23 ans. Le but était, comme pour les Russes, d'avoir son propre système de navigation indépendant des autres. Mais le système GPS, c'est vraiment un système pour les militaires. Ça donne la position, latitude, longitude, point. Tandis que dès le départ, Galileo a été pensé autrement. Ça aurait été un système, un ensemble de services consacrés au transport, à la défense, à la protection civile, à la science, à l'économie, quelque chose qui apporterait plus dès le départ. Les gens du GPS commencent à venir à ça aussi. Mais bon, eux, ils ont un train de retard là-dessus, tandis que Galileo a été conçu dès le départ. C'est pour ça que j'écris que Galileo n'est pas un concurrent de GPS. C'est autre chose. Parce que dès le départ, il a été pensé pour faire autre chose que simplement donner la latitude et la longitude. D'accord ? Donc il y a plusieurs services. Le service ouvert, c'est comme GPS, c'est libre et gratuit. Il est actif depuis le 15 décembre. Quand j'ai fait la première conférence, il n'était pas encore actif. Il a été actif deux mois après. Même si la constellation n'est pas complète, loin de là, il est actif. Alors il y a un service commercial, c'est la même chose, plus des notions de garantie d'intégrité. Alors évidemment, c'est payant. Hein. Oui, parce que dans Galileo, il y a des services gratuits et des services qui ne le sont pas. Mais bon. Alors après, il y a un service public réglementé pour les applications gouvernementales, hein, sûreté, douane, armée, etc. Et il y a un service sauvegarde de la vie humaine, je ne me rappelle plus, sécurité des transports, oui, pour la sécurité. Et puis la poursuite du service COSPAS-SARSAT dont j'ai parlé avant, qui lui est actif depuis 3 semaines, qui permet justement de récupérer les signaux de détresse transmis par des balises COSPAS-SARSAT. Ça va être donc installé sur les futurs satellites GPS-3 et sur les satellites GLONASS qui vont être lancés à partir de l'année prochaine. Mais Galileo donc, est la première constellation à faire bénéficier de ce service COSPAS, de service de sauvetage COSPAS-SARSAT. Donc Galileo, ça sera 27 satellites. Actuellement, il n'y en a que 14 en orbite, plus 3 de secours. C'est pareil, c'est comme GLONASS, il y a 3 plans. Ils sont un peu plus hauts que les GPS, sont à 23 000 km. Bon, c'est un ensemble de 10 signaux. Alors les satellites, oui, c'est vrai qu'ils se ressemblent tous, hein, les satellites, hein, mais j'y peux rien. Moi, il n'y a pas 36 façons de faire un satellite. Il y a un corps, il y a deux panneaux solaires et puis les antennes. Mais bon, eux sont comme les satellites. Hein. Donc Galileo, et puis pendant que les autres réfléchissaient, les Chinois aussi, ils ont démarré en 83, eux, hein, et ils ont développé leur système Beidou, ça veut dire la grande ours. Donc ils ont lancé plusieurs systèmes, et eux, donc il y aura un service domestique et un service mondial. Oui, c'est des parties qui sont mondiales, c'est pour ça qu'il y a un E à la fin. Comme on va le voir, il y aura des services pareils, des services ouverts, des services réservés, etc., plus un service de messagerie. Alors, au lieu d'être composé de satellites qui sont tous à la même altitude, le système Beidou est plus complexe. Il y a un ensemble de satellites géostationnaires, 5 satellites, qui sont quasiment tous en face de la Chine ou de l'Asie. Ah oui, c'est pour eux d'abord, c'est d'ailleurs par là qu'ils ont commencé. Il y a un ensemble de 27 satellites en orbite dite moyenne, c'est-à-dire totalement identique à GPS, GLONASS ou Galileo, qui sera composé de 27 satellites sur 3 plans, à une altitude un peu intermédiaire. Et puis, il y a toujours pour des besoins domestiques, des satellites dits en orbite géosynchrone.
je vais revenir au diapo d'avant. Les satellites géostationnaires, eux, ils sont fixes dans le ciel. Les satellites défilants, ils défilent. Et puis, il y a des satellites sur des orbites. Quand on les regarde dans le ciel, ils décrivent une sorte de 8. C'est-à-dire qu'ils le permettent, et surtout, ils permettent de desservir des zones plus haut en latitude, au lieu de simplement autour de l'équateur. Donc, c'est aussi une qu'on va voir après. Donc, il y a le système Beidou est triple, en ce sens qu'il y a 3 ensembles de satellites. Je ne sais pas si on les voit sur l'image qui est là. Ça fait beaucoup de satellites. 32, 32 et 3, 30, 35. Oui, il y a 35 satellites. Il y a le besoin domestique et puis le besoin qu'on va mettre à disposition, au même titre que GPS, que Galileo. Donc vous voyez la grande ours là, qui est dessinée dans le sigle du système Beidou. Les Indiens aussi ont développé leur système qui lui est vraiment limité au continent indien, hein, un peu qui déborde un peu, mais c'est vraiment un service domestique. Hein. Et eux aussi ont des satellites qui sont soit géostationnaires, soit géosynchrones avec des orbites qui font un joli 8 quand on les regarde. Hein. Donc 3 géostationnaires, 4 géosynchrones, mais c'est vraiment uniquement pour leurs besoins propres. Hein. Ça sera l'Inde ici et puis un peu à côté. Bon, ils n'ont peut-être pas les moyens non plus de développer tout un système pour la Terre entière. Donc tout ça forme ce qu'on appelle les satellites, ce qu'on appelle les GNSS. GPS, GLONASS, Galileo, Beidou sont des systèmes GNSS parce qu'ils ont une vocation mondiale. Le système indien n'est pas un système GNSS puisqu'il est limité à l'Inde. Hein. Alors, ce n'est pas simplement un système qui donne la latitude, la longitude, mais il doit les donner en temps réel, il doit être disponible de façon continue, il doit garantir la précision et surtout assurer l'intégrité des informations. Ça, c'est une notion nouvelle qui est apparue avec Galiléo, c'est l'intégrité des informations. L'intégrité, c'est une information qui dit que les signaux qui sont reçus et les informations qui en sont déduites sont bonnes, sont fiables et on peut leur accorder toute la confiance. Alors l'intégrité, c'est une information qui n'est pas donnée, qui est payante évidemment, mais ça c'est une chose nouvelle qui est apparue avec Galiléo. Donc un système GNSS doit présenter des garanties et des responsabilités aussi. Hein. S'il y a des satellites qui se mettent à raconter n'importe quoi, comme c'est déjà arrivé, il faut que si un problème en résulte dans l'utilisation au sol, il faut que le gestionnaire du système ait une responsabilité et puisse répondre. Oui, le système GPS, donc je dis, c'est le système de navigation de l'armée des États-Unis. Lui, il n'a jamais offert ni intégrité, ni garantie, ni responsabilité. Hein. Ça fait 20 ans qu'on l'utilise à nos risques et périls. Hein. Il y a eu des problèmes justement sur des satellites GPS qui sont tombés en rade ou qui ont raconté n'importe quoi. Mais bon, généralement l'effet a été limité, mais contre qui pouvez-vous vous retourner? Contre l'armée. Mais l'armée américaine, elle va vous dire, ah bah oui, mais c'est mon système, vous l'utilisez, moi je ne vous ai pas autorisé. Hein. Donc le GPS jusque-là, il n'y avait aucune responsabilité et aucune garantie. Ça va changer avec les GPS 3. Alors là, oui, il y aura l'intégrité, la responsabilité et tout. Mais donc ça fait 20 ans qu'on utilise un système sans garantie et sans responsabilité. Bon, la Russie aussi va introduire cette notion d'intégrité, de responsabilité. Ben oui, parce que tout ça, ça va être... oui, on va le voir après la plotte de ficelle. Alors, à côté des constellations, parce que les signaux reçus au sol sont parfois entachés d'erreurs, ou le fait de traverser l'atmosphère, ça les perturbe. Donc, il y a des satellites, un ensemble de satellites géostationnaires et de stations au sol, d'ailleurs aussi, hein, qui renseignent certains utilisateurs hein, sur la qualité des signaux qu'ils reçoivent.
et en particulier des avions et des navires dans des situations un peu délicates. Et ils fournissent les corrections à appliquer. La latitude et la longitude qui est déterminée peut être entachée d'une petite erreur. Mais pour certains utilisateurs, une petite erreur, c'est une catastrophe. Donc il faut, et ce qu'on appelle les Satellite Based Augmentation System, c'est-à-dire d'amélioration, bon, c'est des satellites de navigation supplémentaires. Je ne mentionne pas des GPS. Les SBAS, les Satellite Based Augmentation System, il y a plusieurs zones. Hein, les EGNOS, c'est l'Europe, il y a l'Afrique, le Canada, l'Amérique du Nord, la Russie, etc., etc., etc. Hein, l'Inde, c'est des satellites géostationnaires qui fournissent des informations, des corrections dans ces zones-là. Bon, donc il y a des satellites, Inmarsat, machin, truc, chinois, japonais, indien, il y aura africain, il y aura Amérique du Sud aussi. Hein. Alors quand tout ça, ça sera en service, ça fait 145 satellites. Hein, quand les 4 constellations seront complètes, quand l'IRNSS aussi sera complète, qu'avec les satellites SBAS, vous voyez, ça fait 145 satellites. On n'aura plus le droit de ne pas savoir où on se trouve sur Terre. Hein. Alors, ça c'est une illustration de principe, hein. C'est à peu près ça, quoi. On est au centre d'une plaque de ficelle avec plein de satellites qui nous passent au-dessus et qui nous donneront l'information où on se trouve. Il y a des applications pour les smartphones. C'était à peu près ça. Il y a des applications sur les smartphones qui répertorient justement tous les satellites GNSS qu'on a au-dessus de notre tête. Par exemple, aujourd'hui, il y a une dizaine de minutes, à 21h55, on avait tous ces satellites au-dessus de notre tête. On doit toujours les avoir. Il y avait 13 GPS, 13 GLONASS, 6 Galileo, 5 Beidou et les 6 satellites SBAS. Là, hein. Donc on en avait 43. Bon, il y en a généralement, actuellement, il y en a un grand maximum 45. On a 43 satellites au-dessus de notre tête, là, qui nous donnent des informations de positionnement. Donc, on doit savoir où on se trouve. Hein. Et c'est pas fini. Donc, oui, donc après, il va y avoir des récepteurs multiconstellations. Ça existe déjà. Voilà, ça vient de sortir cette semaine, ce circuit-là. Il reçoit les 4 constellations. Il traite les 4 constellations. GPS, Galileo, GLONASS, Beidou. Hein, c'est assez gros quand même, mais vous mettez ça dans un récepteur, vous l'habillez et vous avez des informations de latitude et de longitude données par les 4 systèmes. Ensuite, vous combinez ça. Mais l'avenir, ce sera justement des récepteurs multiconstellations et pas simplement GPS ou Galileo. On arrivera encore à miniaturiser et ça arrivera dans vos téléphones. Bon, le téléphone sera peut-être un peu plus gros, mais bon, ça arrivera dans vos téléphones aussi. Donc vous voyez, le fait que le système russe utilise plusieurs fréquences, ça ne gêne absolument pas l'intégration, la miniaturisation, l'intégration du système. Hein. Donc récepteur multiconstellation. Lorsque le lancement de 2 satellites Galileo avait raté, plus ou moins raté, il y a 3 ans ou 4 ans, là, les constructeurs américains, en particulier de récepteurs multiconstellation, étaient navrés. Hein. Il ne fallait pas croire qu'ils étaient contents. Au contraire, tous leurs produits, ils se disaient, mais quand est-ce que je vais arriver à placer mes récepteurs, moi, si Galileo ne fonctionne pas. Donc, les fabricants, que ce soit américains, européens, chinois ou russes de récepteurs multiconstellation, ils attendent. Hein. Ils ont tout est prêt, hein, il n'y a plus qu'à. Donc, bon, ça c'était pour les satellites. Alors, il y a d'autres moyens de se faire géolocaliser sur Terre ou de se géolocaliser. C'est avec vos téléphones. Hein, ça depuis le début. Bah oui, il faut bien vous repérer hein, si on veut vous téléphoner. C'est obligatoire. Hein. Ça on n'y coupe pas. Hein. Si on veut utiliser un téléphone, il faut être repéré. Hein. Donc, au début, il y avait des cellules. C'était pas très précis. La localisation, on était par là. Hein. C'était par là. C'était pas précis. Et puis après, il y a eu d'autres techniques.
ce qu'on a toujours gestion de l'itinérant, la triangulation par rapport aux relais que vous voyez là, qui eux sont positionnés très précisément. Hein. Les relais que vous voyez, ils sont positionnés, on a leurs coordonnées avec plein de chiffres derrière la virgule. Hein. Donc ça permet après, par triangulation, de vous positionner aussi, vous, avec une grande précision. Et là, on peut dire que vous êtes là. Vous n'êtes pas par là, vous êtes là. Hein. Aujourd'hui, les relais, là, ils doivent constater qu'il y a beaucoup de téléphones qui sont concentrés ici, au pôle. Ils se demandent pour quelle raison, mais bon. Donc, vous êtes localisé. Et je vous dis, ça, vous y coupez pas. Hein. Si vous voulez téléphoner, il faut être localisé. Les récepteurs, les smartphones particuliers, peuvent se localiser aussi, se géolocaliser. Alors, l'information qui était avant, ça, c'était pour la gestion du réseau. Hein, ça n'apparaissait pas forcément sur votre téléphone, tandis que là, vous pouvez vous géolocaliser en vous servant des récepteurs GPS. Il y a certains qui utilisent GLONASS, ce système russe, c'est Nokia en particulier, en utilisant directement les signaux des constellations, comme un récepteur, quoi. Ça, vous êtes localisé, et quand vous appuyez sur l'application, la carte, là, où vous êtes là, et c'est le récepteur GPS qui vous dit que vous êtes là. Là où il y a la petite épingle là, qui se plante dans la carte, c'est là que vous êtes. Ou autrement, il y a ce qu'on appelle le GPS, le GNSS assisté, c'est-à-dire que vous n'avez pas directement les signaux des satellites, mais ils passent par les relais, ils vous sont transmis par les relais, et tout se passe comme si vous receviez ces signaux. Hein. C'est le plus souvent, c'est ce qui se passe d'ailleurs. Là, vous vous géolocalisez, vous localisez par l'usage indirect des signaux, des constellations, etc. Et donc là, c'est les coordonnées ou les éphémérides des satellites dont votre récepteur a besoin passent donc par le réseau. Mais vous en faites pas, on ne vous rate pas, hein, vous y échapperez pas. Hein. Alors il y a d'autres façons d'être géolocalisé. Quand vous allez sur un site internet, vous avez peut-être vu une petite fenêtre qui s'ouvre là, le site machin demande à vous localiser, acceptez-vous, oui, non. Bon, généralement, moi je réponds pas. Ça c'est basé sur ce qu'on appelle l'adresse IP. L'adresse IP de votre ordinateur, c'est un ensemble de 4 groupes de chiffres, 4 groupes de chiffres, oui, 4 nombres, qui est votre adresse Internet. Pour recevoir les sites Internet, pour communiquer, etc., vous avez besoin d'une adresse, qu'on appelle l'adresse IP. Alors, soit elle est fixe, soit elle est changeante, suivant que vous éteignez ou allumez votre ordinateur ou votre box. Ça, c'est pas très précis. Hein. Vous pouvez toujours répondre oui à un site. Il ne vous localisera pas là où vous êtes, parce qu'il va se baser sur les informations fournies par le fournisseur fournisseur Internet, et qui, lui, ne donne pas le détail. Il donne simplement la ville de rattachement ou le lieu de rattachement. Alors, je ne sais pas comment, c'est différent. Il y a différents sites hein, sur Internet. Moi, j'ai essayé. Alors, il y en a qui m'ont localisé à Château-Audrin, à Rennes, à Bourg-Barré. Bourg-Barré, c'est un patelin au sud de Rennes. À Carhaix, à Langoélan. Langoélan, c'est dans le Morbihan, sachant que je suis à Lannion. Il y en a un même qui m'a localisé à Angers. Non, c'est pas précis ce truc-là. Vous pouvez toujours répondre oui hein, quand il vous demande, Google souhaite connaître votre position. Bon, si vous répondez autorisé, ça, vous risquez pas grand-chose. Enfin bon, peut-être que derrière ils savent se débrouiller pour aller plus précisément, mais non. Par contre, oui, s'il y a une affaire judiciaire en cours, là, on vous retrouve. Hein. On va demander au fournisseur Internet à qui l'adresse IP qui est écrite ici, à qui était-elle attribuée tel jour, telle heure. Et puis on vous retrouve là. Hein. Mais les sites Internet, ils n'ont pas accès à ces informations-là. Hein. Donc ça, c'est pas très précis. Les téléphones par satellite aussi, vous avez peut-être entendu parler, avec les constellations Iridium, Globalstar, Thuraya, Inmarsat. Thuraya, c'est en arabe, ça veut dire les Pléiades. Donc c'est les Émirats Arabes Unis qui ont mis ça au point.
Donc les téléphones par satellite, et c'est des constellations de satellites défilants hein, qui passent dans le ciel lentement. Les satellites Iridium, ils sont connus parce que de temps en temps, ils donnent une espèce de flash très lumineux. Donc ce n'est pas les téléphones que vous avez, hein, c'est des téléphones bien plus gros qui sont utilisés par exemple par les navigateurs en mer. Hein. Dans les courses transatlantiques, ils ont parfois des téléphones satellites, même si maintenant ils ont des liaisons Inmarsat. Hein. C'est des gros téléphones avec des antennes un peu plus importantes. Ça permet de repérer aussi, ben, c'est toujours pareil. Hein. Si on veut communiquer, il faut être repéré. Hein. Les satellites ne sont pas fixes, donc ils se transmettent les informations les uns aux autres, et il faut qu'ils aient les informations sur les coordonnées du téléphone. Donc là, on ne coupe pas. Hein. Si on utilise un téléphone, on est repéré. Hein. J'y peux rien. Et repéré précisément, hein. Ce n'est pas comme les adresses IP. Hein. Là, on est repéré latitude, longitude. Hein. Donc ça, les téléphones par satellite. Ça va passer, oui. Il y a une autre façon aussi de vous localiser, c'est quand vous retirez de l'argent dans un débit bancaire. Hein. On sait que vous étiez tel endroit, à tel endroit, telle heure, tel jour. Hein. Et on peut vous pister comme ça. Hein. Bah oui, mais ça c'est inévitable. Hein. Il faut gérer le réseau, donc il faut bien qu'on sache que monsieur ou madame machin a retiré de l'argent à tel endroit, et ça s'est enregistré. Et pareil, hein, si on veut vous pister pour une affaire criminelle, on vous piste, hein, ça, on vous retrouve. Hein. Mais bon, dans le cas courant, c'est pareil, hein, si vous payez dans un magasin, bah, on saura que vous avez payé dans le magasin tel jour, telle heure. Hein, c'est pareil, il faut savoir ce qu'on veut. Hein, si on veut retirer de l'argent comme ça, on se fait repérer. Mais bon, ça mène à rien, c'est pas... Mais bon, c'est toujours embêtant de se faire localiser, hein, parce que tout ça, c'est enregistré. Et c'est jamais effacé. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Ils disent toujours qu'ils effacent. Mais bon, moi, j'ai toujours un doute. Et plus qu'un doute avec les moyens de stockage actuels. Bon, tout ça, quelles applications? Bien sûr, on a vu des applications scientifiques, hein, surveillance des volcans, sismologie, géodésie, etc. L'orbite précipitative, cartographie, suivi d'animaux sauvages. Hein, vous avez vu qu'on met des balises Argos sur des oiseaux maintenant, hein, ou sur des tortues, ou sur des mammifères. On suit leur migration, on suit leur... la géodésie, ben, ça sert quand même. Hein. À l'époque de la première conférence en octobre, on s'était aperçu que l'Australie, avec la dérive des continents, s'était décalée d'1,50 m vers le nord. C'est pas rien, 1,50 m. Hein. Donc ils avaient dû changer toute leur carte. Grâce aux satellites GPS, justement. Hein. Donc il y a toute cette surveillance, et ça c'est un progrès. Hein. C'est un progrès donc dans la sûreté, dans la précision. Le niveau de la mer aussi, qu'on mesure à quelques centimètres près. Les applications sociales avec le sauvetage, la localisation des appels, des randonneurs perdus ou en difficulté, hein. Pompiers varois, bon, l'application de géolocalisation. On peut suivre des personnes vulnérables, des aides aux aveugles, bon, des petits bracelets là, avec un récepteur GPS et un petit émetteur. Une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, c'est toujours plus pratique pour la retrouver, quoi, hein, si elle s'en va. Donc, l'agriculture aussi fait depuis pas mal d'années, d'ailleurs, usage du GPS pour guider les engins, pour faire des sillons parfaitement droits, pour labourer, pour semer, pour récolter. Ici, on a l'exemple d'une moissonneuse-batteuse qui contrôle les tracteurs à côté, hein. Et qui maintient le tracteur avec ses coordonnées GPS, elle maintient le tracteur à la distance qu'il faut pour que les grains de blé ici tombent bien dans la remorque et pas à côté. Hein. Là, c'est le monsieur, il commande son tracteur avec son récepteur, là, et là, je l'avais présenté au mois d'octobre, c'est des tracteurs actuels, il y a des écrans de partout. Donc, donc on mémorise les trajets, la cartographie des parcelles, les quantités d'engrais que l'on doit mettre ou pas, etc. C'est aussi un progrès. Hein. Bon. Et tout ça, ça utilise les satellites, et ça utilisera de plus en plus les satellites, au point même qu'il n'y aura plus personne aux commandes des machines. Ouais, bon, il faudra quand même toujours quelqu'un, hein, à mon avis. Hein.
Sur des grandes surfaces planes, comme on trouve dans certains pays, oui. Mais dans des endroits un peu plus restreints comme la France, je ne pense pas. Transport. Donc, bien sûr, vous connaissez les navigateurs de voitures. Il y a même certains qui pensaient instaurer des limiteurs de vitesse automatiques. Le système, votre récepteur connaît la route sur laquelle vous êtes, il connaît la limitation de vitesse associée à cette route, il connaît vos coordonnées et il limite la vitesse de votre voiture en conséquence, que vous le vouliez ou non. Bon, ça, c'est des projets, hein, pour dire jusqu'où ça peut aller. Il y a quelque chose qui va être obligatoire dans les nouvelles voitures à partir de l'année prochaine, c'est le e-call, c'est-à-dire l'appel de détresse qui se déclenche automatiquement en cas d'accident et qui donne les coordonnées. Donc, constamment, ce service aura les coordonnées de votre véhicule. Le i112, ça sera la même chose pour les smartphones. Pour ça, je ne sais pas si ça sera obligatoire un jour, mais c'est la même chose. C'est un appel dans lequel il y a les coordonnées. Donc, vous avez un système qui connaît vos coordonnées constamment. Un bien, c'est un mal, je ne sais pas. Alors il y a des assurances aussi qui font jouer des enregistreurs de données routières, souvent comment on conduit pas, etc. Dont on fait payer plus ou moins cher les assurances. Mais c'est pareil, c'est basé sur un pistage, ça disons le mot, des automobilistes. Et ça, c'est peut-être pas un bien non plus. Bon, bien sûr, il y a la protection contre le vol, hein, comme on l'a vu dans des exemples, il y a des petits récepteurs qui localisent le véhicule qui a été dérobé. Alors, les transports ferroviaires, c'est en cours de discussion, parce que ça n'enthousiasme pas les transports ferroviaires d'avoir des systèmes qui localisent. Hein. C'est plus délicat que ça a l'air. Suivi de flotte de véhicules aussi, hein. Suivi d'une flotte de camions, c'est le responsable ou le directeur de la compagnie, c'est à tout moment où se trouvent les camions de son entreprise, où est-ce qu'ils sont, s'ils sont arrêtés, s'ils roulent, par où ils sont, par quelle route ils ont prise, etc. etc. Orange, d'ailleurs, tiens, Orange propose quelque chose. Hein. Solution gagnant-gagnant. Il insiste que c'est 100% légal. Oui, parce qu'il y a eu des abus où des responsables d'entreprise s'en servaient pour pister littéralement les conducteurs de camions. Hein. Ils connaissaient tout, hein, ils savaient tout, où est-ce qu'ils allaient. Ils s'en servaient aussi pour licencier. Donc la CNIL a mis le holà avec l'usage inapproprié et disproportionné. Qu'on suive une flotte de camions pour rentabiliser ou pour rentabiliser l'entreprise, d'accord, mais qu'on s'en sert pour pister les gens, non. Donc c'est très surveillé ça, hein. C'est très encadré et très surveillé, c'est pour ça qu'ici c'était mis 100% légal. Hein. Oui, les flottes de bus, les taxis aussi, les bus aussi, les lignes de bus, on géolocalise les bus, on sait où ils sont, dans combien de temps ils vont arriver à tel arrêt, etc. Bon, c'est bien, hein. Mais bon, il faut faire attention que des gens ont tendance à exagérer avec l'usage de ces choses-là. Bon, la navigation maritime, même pas la peine d'en parler, c'est évident, au long cours, l'assistance portuaire, oui, parce que c'est tellement précis qu'on peut arriver à faire se déplacer un bateau dans un port en se fiant uniquement au GPS. Les travaux d'infrastructure, comme le viaduc de Millau, donc, qui a été établi avec des récepteurs GPS, ça a été bien positionné avec des récepteurs GPS, ça n'a peut-être pas pu le faire autrement. Le cadastre aussi qui est informatisé, etc. La voirie urbaine, en géolocalisant tous les détails de la voirie. Oui, le pauvre sextant là-haut, il passe à la trappe. Hein. Ah bon. Les activités récréatives, la randonnée, il y a des récepteurs GPS spéciaux randonnée hein, qui permettent après de retrouver l'itinéraire qu'on a fait, de combien on est monté, quelle distance on a fait, etc. Il y a le géocaching. Le géocaching, c'est un jeu hein, qui consiste à trouver des objets cachés en se basant sur les coordonnées. Il faut calculer les coordonnées et après on va chercher l'objet.
Il y a les jeux, hein, Pokémon Go qui est tombé pas en désuétude, mais presque. Il y a le GPS Connect, c'est un jeu que la Cité des Télécoms a mis au point là. Et les découvertes du patrimoine aussi se sont dit que tiens, ça serait pas mal ces techniques-là. OpenStreetMap, ça c'est des cartes qui sont collaboratives, comme on dit, et dans lesquelles les gens placent des détails avec leurs coordonnées GPS. Il y aura un jour des voitures autonomes. Il y a déjà des voitures autonomes qui utiliseront ces techniques de GNSS pour se localiser et pour suivre et s'assurer qu'ils restent bien sur la route, entre autres, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y aura des bateaux totalement autonomes aussi, il n'y aura plus un marin à bord. Donc on suivra, qu'on localisera. Les avions se fieront uniquement aux informations GNSS pour naviguer, pour atterrir, pour rouler au sol, pour aller se garer. On l'a fait, hein, ça existe. Il n'y avait qu'un avion, alors là ça marchait bien. Alors quand il y en a 5000, je ne sais pas. Mais enfin bon, l'avenir, on tend vers une automatisation totale du trafic aérien. Bon, c'est pas demain la veille, mais on tend vers ça, avec justement la qualité des signaux reçus des GNSS et la notion d'intégrité, la notion de responsabilité. Bon. Alors donc, pour l'instant, il n'y a qu'une constellation, c'est le GPS, hein, qui occupe tout. La constellation russe occupe un peu, mais pas beaucoup. Mais à l'avenir, on aura 4 constellations indépendantes. L'américaine, la russe, la chinoise et l'européenne. Elles seront indépendantes, elles sont gérées indépendamment, mais elles seront totalement interopérables. Hein. Donc, quelles vont être les conséquences je ne sais pas. Il y a un projet européen justement qui est en train d'étudier les conséquences de l'arrivée des 145 satellites, hein, que je vous ai montré tout à l'heure. On aura, si on le veut, donc les moyens de savoir où on se trouve à tout moment. Et bon, si on veut, hein, on n'est pas obligé. Mais est-ce que quelqu'un d'autre doit le savoir constamment et nous suivre avec nos coordonnées? Je ne sais pas. Et peut-on nous obliger à être toujours géolocalisés ou géolocalisables? Ça nous pend au nez. Hein. Avec les progrès, entre guillemets, des constellations et des systèmes, vous avez vu le e-call, hein, le e-call tout à l'heure qui sera installé dans les véhicules à partir de avril 2018, la voiture, elle sera constamment géolocalisée. Hein. Alors après, il n'y a plus qu'à brancher un terminal sur le système et on sait tous les endroits où il est allé. Entre parenthèses, dans vos récepteurs GPS de voiture, il y a un circuit qui enregistre tous vos itinéraires. Hein. Généralement, vous n'y avez pas accès. Hein. Mais si quelqu'un veut y avoir accès, il y a accès. Il sait partout où vous êtes allé. Hein. Ça, c'est... Oui, le GPS n'a aucune valeur légale en France. Hein. C'est pareil, il n'y avait pas de responsabilité et pas de garantie, mais en plus, il n'y avait pas d'existence légale en France, hein, puisque c'est le système de navigation de l'armée des États-Unis. L'armée des États-Unis n'est pas un organisme officiel en France, jusqu'à présent. Donc, le système GPS, les informations données par un récepteur GPS n'avaient pas de valeur légale. Hein. Fallait pas, bon, ça, bon. Lui, il aura Galiléo, lui, il aura une valeur légale, parce qu'il est européen. Les Français, Allemands, Italiens, Espagnols, etc. Lui, il aura une valeur légale. Et ça aura peut-être des implications. Exemple tout bête, vous recevez un PV parce que vous avez dépassé la vitesse autorisée. Là, il y aura les coordonnées du radar, les coordonnées Galiléo, et ça sera valable. Parce que si on met les coordonnées GPS sur un PV comme ça, le PV, il tombe. Parce que GPS, ça n'a pas de valeur légale. Voilà. Mais après, ça aura une valeur. Hein, donc le e-call, le système d'urgence sur véhicule, donc c'est obligatoire. Le système I112 pour l'appel de détresse pour les smartphones, je ne sais pas si ça sera obligatoire, mais ça sera plus que conseillé. Ça sera d'ailleurs, je ne sais pas si les constructeurs nous demanderont notre opinion pour l'installer. Donc on sera petit à petit constamment localisé, géolocalisé. Alors moi je laisse ça à votre réflexion, est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal? Mais comme j'ai dit, à partir du moment où on utilise un téléphone, un ordinateur ou qu'on effectue des retraits, on est repéré.
et enregistré. Bon, vous allez me dire, ça fait beaucoup d'informations à stocker. Mais avec les moyens de stockage actuels, ce n'est pas un problème du tout. Voilà, oui, parce que les gestionnaires exploitants de réseaux Internet ou autres ont l'obligation de garder ces informations. Normalement, c'est pendant 1 an. Mais bon, après, je ne sais pas. Bon, je suis peut-être parano, hein, mais bon, parfois il faut l'être un peu. Hein. Mais bon, avec les moyens de stockage qu'il y a actuellement, on va stocker des informations sur tout le monde facilement. Et on pourra dire, machin, il était ici, il a pris telle route, tel chemin, il a etc. Si on veut, on peut le reconstituer, tous ses déplacements, toute son historique. Alors, est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal? Et je vous dis, ça ne sera pas très compliqué à faire avec les moyens d'enregistrement qu'il y a maintenant. Oui, alors quand on ira sur Mars, je change complètement de sujet, là. Hein. Donc le reste, là, je vous laisse ça à votre réflexion. Hein, c'est bon. Le progrès n'est pas toujours ce que l'on croit. Donc, oui, alors si un jour on va sur Mars, ben, il faudra bien se localiser sur Mars. Hein. Il y en a qui y réfléchissent. Hein. Ici, il y a des gens qui réfléchissent. De toute façon, tous les aspects de la vie sur Mars là, sont étudiés actuellement, hein, y compris donc la localisation. Quand on ira même plus loin, beaucoup plus loin, en interplanétaire ou en interstellaire, là où on se basera sur les rayonnements des pulsars. Les pulsars, c'est ce qui reste quand une étoile a explosé. Ça envoie des signaux très régulièrement et chaque pulsar a sa signature, si vous voulez, a son signal à lui. Et des gens sont en train d'étudier actuellement la navigation interplanétaire ou interstellaire en se basant sur les signaux reçus des pulsars. Et ça marche très bien. Enfin, ça marche sur le papier. Hein. En pratique, je ne sais pas. Mais bon, il y a des gens qui pensent comme ça, des tas de trucs. Mais bon, ça arrivera un jour. Nous peut-être pas, mais bon. Si vous voulez retrouver toutes ces informations et si vous lisez l'anglais, tout ça c'est en anglais, vous allez sur le site de l'ESA qui s'appelle Navipedia. Ça a la même structure que Wikipédia, mais là c'est écrit par des spécialistes, donc c'est pas n'importe quoi. Donc qui vous parle de Galiléo, GPS, etc. etc. C'est très bien fait. C'est très détaillé, il y a toutes les informations que vous souhaitez. Bon, il faut lire l'anglais. Vous allez aussi sur le site de la CNIL, de la Commission nationale d'informatique et liberté, qui a des articles très intéressants sur justement la sécurité, les précautions qu'il faut prendre, à quoi il faut faire attention quand on va sur Internet, etc. C'est très bien fait, c'est très intéressant et c'est renouvelé régulièrement. C'est pas comme ça. Bon, on va finir par un peu de poésie dans un monde de brutes. C'est un passage de l'Odyssée dans lequel la déesse Calypso, qui avait tenu Ulysse prisonnier pendant 7 ans, parce qu'elle en était tombée raide dingue amoureuse, a consenti à le laisser partir et lui a donné une information de géolocalisation pour retourner chez lui. Elle lui a dit, voilà, tu prends et tu vas naviguer traverser la Méditerranée, en gardant toujours la Grande Ourse à gauche. C'est-à-dire que tu vas aller vers l'est. On aurait pu lui dire tu vas à l'est, mais non, on est chez Homère. Homère, c'est la déesse Calypso lui a ordonné de naviguer en la laissant toujours à gauche. Et là, c'est le chariot. Hein, c'est vrai, la nuit, la Grande Ourse est toujours à gauche. Donc si on la laisse à gauche, on va vers l'est. On aurait pu lui dire que le matin, l'astre du jour va se lever face à toi, le soir, il va se coucher derrière toi. Mais après, il va le retrouver. Voilà, donc c'est une indication de géolocalisation, puisqu'au bout de 18 jours, Ulysse a retrouvé son chez-soi. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire pour ce soir.